Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre mental vous a permis de devenir une tête d'affiche. Pour savoir comment vous en êtes arrivé là, eh bien nous allons faire un tour, le tour de votre carrière, grâce à la magie de la radio cette fois-ci. Bonjour Victor Vincent. Bonjour Jacques. Alors vous êtes en tournée avec ce spectacle dont on va parler. Il y a également Apparition, votre premier roman qui sort au Fleuve Noir, et puis un parcours étonnant qu'on va évoquer à travers des dates clés, car c'est le principe des clés d'une vie, d'accord ? Oui. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 29 décembre 2008. D'après mes calculs, c'est la dernière de votre premier spectacle à Paris, au Théâtre Pixel. Oui, c'est ça. Bravo, oui. Bien joué. Je n'avais plus la date à l'esprit. Je dis 2008, que s'est-il passé, mais effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que je crois que c'est le dernier Théâtre Pixel. Théâtre Pixel, qui est votre premier spectacle, qui s'appelait D'un esprit à l'autre, je crois. Absolument. C'est un petit théâtre qui existe toujours, 18 rue du Championnet, dans le 18e arrondissement. Et il y a 45 places assises, avec un poteau au milieu de la scène. C'est pratique. Et d'ailleurs, vous étiez arrivé peu après la création de ce théâtre qui a ouvert au début de l'année 2008, je crois. Absolument, absolument. Alors, d'ailleurs, le Pixel, ça, je ne sais pas si vous le savez, on en parle beaucoup. En fait, c'est l'unité de base qui permet de mesurer la définition d'une image numérique, et son nom provient de la locution anglaise Picture Element, qui signifie élément d'image. Eh bien voilà. Mais je pense qu'il portait ce nom-là parce que c'était un tout petit théâtre, donc comme un pixel. Voilà. Et vous étiez, je crois, le jeudi et le vendredi à 19h45. Mais vous êtes très bien renseigné, cher Jacques. Alors, c'est aussi une façon de vous rôder. Oui, parce qu'à l'époque, évidemment, je faisais déjà des démonstrations de mentalisme ou des choses comme ça dans des événements plus privés. Et puis là, j'avais vraiment besoin de mettre ça en place et de proposer un spectacle à part entière avec une mise en scène, avec une histoire, avec tout ça. Donc, c'était vraiment un peu mes débuts pour voir si j'étais aussi capable de le faire, parce que je me posais la question. Et je me suis dit d'ailleurs, après les premières représentations, très vite, je saurais si c'est fait pour moi ou pas. Puis la vérité, c'est qu'on n'a pas la réponse tout de suite, il faut des années. Oui, parce qu'en plus, au départ, vous faisiez des tours de manipulation avec des balles, il y avait les carrés magiques, mais c'était encore très vague. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je mélangeais pas mal de choses. Moi, j'ai toujours été attiré par le travail des illusionnistes plus classiques, conventionnels, faire disparaître des choses et ce genre d'illusions qui ont l'avantage d'être extrêmement visuelles. Et donc, je mélangeais un petit peu les deux pour pouvoir rester visuel et surtout digeste. Il m'a fallu du temps pour trouver la bonne formule pour faire les spectacles que je fais aujourd'hui. Oui, et la seule critique que j'ai lue négative à votre écart, c'est il est trop jeune pour faire ça. Il est bien jeune, ce garçon. Écoutez, ça va très bien. J'avais 28 ans à l'époque et oui, voilà, le temps a fait son œuvre aussi. Il continuera à le faire, malheureusement. Alors, tout a commencé, je crois, à Valenciennes, où vous êtes né et où vous avez grandi, Victor Vincent. Absolument. J'ai grandi dans le nord de la France, une petite ville, Valenciennes, et puis j'ai passé beaucoup de temps en Belgique aussi quand j'étais plus jeune. Et c'est là que j'ai rencontré mon mentor qui m'a tout appris. Et oui, mentor qui avait une musique d'accompagnement qu'on va écouter. Il s'appelait Daniel Misrakil, et je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie, Victor Vincent. Effectivement. Alors c'est marrant parce que cette musique-là, c'est une vidéo qu'il avait faite et que j'avais réalisée pour lui. Et j'avais choisi cette musique-là pour lui, qui était un peu très loin de ce qu'il faisait, mais qui était dans l'air du temps à cette époque-là. Et Daniel, oui, effectivement, était quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Il m'a tout appris, en réalité. Donc la curiosité et puis le travail. Je crois que vous l'avez connu un jour et que vous aviez 11 ans, vous avez été fasciné par ce qu'il faisait et vous avez commencé à tout faire tout seul dans votre coin d'abord. Oui, c'est ça, c'est que je l'ai rencontré dans un stage d'art magique et puis j'ai tellement été bluffé, j'ai été tellement aussi intéressé de connaître quelques secrets qu'il avait pu nous donner. Il nous avait aussi donné des références de livres. Et puis après, avec ces livres-là, pendant 1 an, tout seul, j'ai travaillé dans mon coin. Et seulement après, je l'ai revu. Puis comme il a vu que j'étais vraiment intéressé, que je prenais pas les choses à la légère, il s'est dit, bon, ben voilà, peut-être que ce garçon mérite d'avoir quelques autres secrets. Puis on verra comment ça se passe. Et on a eu une conversation de 22 ans. Voilà. Et ce stage, en fait, vous étiez arrivé par hasard. C'était pas vous vouliez pas être magicien à l'époque. Non, pas du tout. La magie, comme tous les enfants, ça m'attirait parce que j'avais vu dans un cirque un numéro qui m'avait vraiment marqué. Mais ça restait du domaine du fantasme. Voilà. Et d'ailleurs, un jour, il y a un autre magicien, Antonio Bombribre, qui a dit, à propos de Daniel, votre mentor, « J'ai un petit jeune qui promet, il faut que tu vois ça. » Et il parlait de vous. Oui, Antonio, que je connais bien, parce que nous faisons quelques émissions ensemble aujourd'hui. Oui, je me souviens encore de Daniel qui me présentait Antonio. C'était dans un café rue du Cherche-Midi. Je m'en souviens parfaitement, c'était il y a longtemps. Voilà. Et à l'époque, vous n'aviez jamais entendu parler de mentalisme. Alors, à l'époque, si, c'est-à-dire que j'avais rencontré un autre mentaliste qui
qui m'avait fait des démonstrations qui m'avaient complètement bouleversé, parce que tout ce que je connaissais de la magie ne me permettait pas d'expliquer comment il avait fait. Et donc du coup, je me suis dit, si un jour je dois faire un spectacle d'illusion, ça sera du mentalisme parce que ça semble vraiment réel. Et les émotions que j'ai eues étaient tellement fortes que ce sont ces émotions-là que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Oui, mais Victor Vincent, à l'époque, le mentalisme, très peu de gens en France savaient ce que c'était. Ah oui, non, personne ne savait ce que c'était. Même la série Le Mentaliste n'existait pas encore, donc il a fallu débroussailler un petit peu le terrain en se disant mais qu'est-ce que c'est? C'est de la magie, c'est pas de la magie, c'est voilà. Donc c'était un peu compliqué à vendre d'ailleurs au départ. Puis après il y a eu la série, donc les gens en ont entendu parler, mais sans trop savoir ce que c'était. Et puis après, à force d'en parler, maintenant c'est un peu plus populaire et ça va beaucoup mieux. Alors, quand votre mentor vous a confié des secrets, c'était vraiment parce qu'il croyait en vous, car je crois que le principe d'un magicien, c'est de ne jamais confier ses secrets, Victor Vincent. Absolument, les magiciens sont des hommes de secret et c'est l'art de surprendre, c'est aussi l'art du mensonge. Et donc évidemment, il y a des choses que l'on doit garder, mais il faut bien aussi transmettre, c'est important, mais le secret doit se mériter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un secret à quelqu'un qui va juste essayer d'étancher une curiosité. Il faut que ça aille beaucoup plus loin que ça. Il faut que ça demande des sacrifices. Et donc, quand quelqu'un fait ses sacrifices, alors on peut lui donner quelques secrets. C'est-à-dire votre mentor ne vous a pas donné tout de suite ses Ah non. secrets. Ah non, non, non. Ça s'est fait au compte-gouttes et ça a pris des années. Alors, moi, j'ai entendu parler un jour par Gérard Majax d'un congrès qui a lieu tous les 2 ans aux États-Unis où les magiciens du monde entier se retrouvent pour s'échanger leurs secrets. Ça, c'est autorisé. Alors oui, parce qu'il y a des créateurs qui revendent extrêmement cher leurs secrets et donc c'est pour ça que quand quelqu'un détient un beau secret, en général, il le garde jalousement. Alors, au départ, vous commencez à pratiquer la magie et l'illusion, mais en même temps, c'est énormément de travail. C'est beaucoup de travail, mais c'est surtout une grande passion, donc je ne compte pas les heures. Je passe un temps infini avec tout ça et une passion, bah, vous savez, on l'a subie aussi, donc voilà. Mais c'était mon quotidien. Je mangeais, je dormais, quand je dormais, je rêvais de ça et quand Oui, j'étais éveillé, je le faisais. On n'imagine pas le travail que ça représente quand on n'est pas illusionniste ou magicien. Oui, mais c'est une passion. Après, c'est comme un pianiste. Pour moi, c'est plus complexe de jouer du piano que de faire de la magie, parce que je ne suis pas pianiste, justement. Mais voilà, c'est que chacun... Il se trouve que j'ai trouvé cette voie et je me suis exprimé dans ce domaine. Et les travaux pratiques, ça a commencé très très vite, puisque je crois qu'à l'âge de 12 ans, vous commenciez déjà à être dans les cafés et les restaurants pour faire des animations. Absolument. J'avais 13 ans lorsque mon mentor m'a dit, on était mercredi, il me dit, vendredi, je fais un spectacle dans un restaurant, je ne peux pas y être, tu me remplaces. Et donc là, la panique, évidemment. Et puis j'y vais. Ça se passe plutôt bien parce qu'en raison de mon jeune âge, je fais des choses qui semblent quand même extraordinaires parce que je suis assez jeune. Et puis je vois Daniel rentrer dans le restaurant. Et en fait, c'était juste pour voir si j'allais bien me débrouiller. Et après, il me dit, par contre, la semaine prochaine, je ne suis vraiment pas là, tu me remplaces réellement. Et en fait, je suis resté là pendant 4 ans, tous les vendredis soirs, à faire de la magie dans un monde d'adultes. Et ça me plaisait beaucoup. Oui, mais en même temps, c'est un travail pratique très utile parce qu'on ne peut pas rêver meilleur apprentissage, Victor Vincent. Ah oui, ça c'est certain, c'est certain. Et puis, c'est un endroit dans lequel je pouvais m'exprimer. C'est-à-dire que j'avais un public tous les vendredis soirs, je pouvais tester des choses. Et puis, j'avais 13 ans, mais c'était l'occasion pour moi de porter des costumes. C'était pour moi l'occasion de m'adresser à un monde d'adultes. C'est-à-dire que mes meilleurs amis étaient des gens qui avaient 20, 30 ans de plus que moi. Et ils vous acceptaient comme magicien, ils ne croyaient pas à une blague? Non, pas une blague, parce que, voilà, évidemment, je leur faisais aussi des trucs, et donc ils étaient étonnés aussi. Donc je devais toujours faire mes preuves, et toutes les semaines, je devais faire mes preuves. Voilà, et c'est comme ça qu'on apprend. Moi, je me souviens de Bernard Billis qui a fait ça pendant des années, et c'est grâce à ça qu'ensuite, au plus grand cabaret du monde, il pouvait faire des tours à table. Ah oui, Bernard est un spécialiste de la magie de près. C'est à se taper la tête contre les murs. Alors, Victor Vincent, il y a aussi la lecture, parce qu'il y a des livres très importants sur les sciences cognitives et la simulation des mécanismes de la pensée humaine. Ça, vous vous êtes plongé là-dedans. Alors, je me suis plongé là-dedans, puis j'en suis reparti assez vite aussi, parce que très vite, on a la sensation d'avoir une baguette magique pour deviner ce que les gens pensent réellement. Puis après, on se rend compte que même si on est tous faits de la même matière, nous sommes tous des individus uniques et qu'il n'y a pas un schéma qui se ressemble. Mais voilà, il y a à apprendre et à laisser. Et puis il y a la PNL. C'est très curieux parce que la PNL, pour moi, c'est le nom d'un groupe de rap ou le Parti national libéral au Salvador ou à Andorre, vous voyez. Oui, alors PNL, là, vous parlez de la programmation neurolinguistique. Oui. Donc le fait qu'on réagisse quand même de certaines façons, de manière assez systématique quand même, à certains stimuli. Et ça, c'est en dehors
de notre contrôle. Enfin, on fait des choses sans même s'en rendre compte. Et ça, c'est pratique et c'est important pour votre métier. Oui, je m'en suis servi, je m'en sers beaucoup moins qu'on ne le croit, mais je m'en sers quand même. Et puis, il y a Victor Vincent, car votre prénom, c'est Vincent. Et Oui. Victor Vincent, c'est votre mentor qui vous l'a trouvé. Et je crois que c'est une transmission tout à fait classique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai appris mon métier comme on le faisait entre un maître et son élève au 19e siècle. Et Victor Vincent n'est pas mon nom, c'est mon mentor qui l'a choisi. Et je n'avais pas mon mot à dire. Il m'a dit, tu t'appelleras Victor Vincent. Ton prénom, c'est Vincent, on va le mettre en nom parce qu'il faut qu'il y ait de toi. Et Victor, c'est la même racine que Vincent. Et on va mettre un K parce que à l'époque et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je suis très sensible à la culture russe. Donc il me l'a écrit avec un K, même si en cyrillique, bon, c'est le cas aussi. Mais... Ah, et vous avez fait quand même des études d'ingénieur, des études de cinéma. Oui, j'ai fait une école d'ingénieur et puis après, mon envie de mettre en scène a pris le dessus et je suis arrivé à Paris pour faire une école de cinéma. Oui. Et oui, mais ça n'a pas marché après la réalisation. Alors si, c'est-à-dire que ça n'a pas marché. J'ai réalisé beaucoup de courts-métrages, une petite dizaine, et puis j'ai travaillé sur des tournages, mais c'était une passion qui me coûtait plus d'argent que ça ne m'en rapportait, et ça a été un crève-cœur de devoir arrêter de faire tout ça parce que c'est bien de réaliser un court-métrage, mais quand on y met toutes ses économies et qu'ensuite, bien sûr, on ne le vend pas, parce qu'à l'époque, c'était très compliqué de vendre un court-métrage. Il y avait très peu encore aujourd'hui, il y a très peu de cases pour ce genre de choses. Exactement. Et on gagne finalement à être connu, c'est préférable. Oui, non, mais après, ce qui est important, c'est d'expérimenter, de tester, de se tromper. Quand on est étudiant aussi, tous les films que j'ai faits n'étaient pas des chefs-d'œuvre. Certains avaient des petits passages que j'aime encore beaucoup et qui m'ont inspiré, qui font ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est important de tester. Quand on est étudiant, c'est fait pour ça. Voilà. Après, il s'est passé d'autres choses. Une date qui ne vous concerne pas, mais qui est importante, c'est le 20 avril 2009. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Victor Vincent. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Victor Vincent. Mental Circus, un spectacle en tournée dont on va reparler. Votre métier de mentaliste, bien sûr aussi. Le livre Apparition aux éditions du Fleuve Noir. Et puis une date qui ne vous concerne pas directement, mais qui est importante, c'est le 20 avril 2009. Pour la première fois, TPS Star diffuse la série dont voici le générique. Mentaliste. Alors finalement, au départ, c'est pas sur une grande chaîne ce feuilleton. Oui, j'avais pas suivi. Je savais pas que ça avait commencé sur une petite chaîne comme celle-là. Mais pendant 2 ans, les 2 premières saisons. D'accord. On m'avait parlé de ce personnage et j'avoue que j'ai mis un petit peu de temps avant d'aller voir la série. J'ai regardé quelques épisodes d'ailleurs, mais j'ai pas été accroché plus que ça. Mais c'était fabuleux d'avoir le mot mentaliste d'un seul coup qui était un peu sur toutes les lèvres parce que ça fait un carton sur TF1 d'audience. Ça faisait 7 millions, je crois, Ah oui, au départ, personne n'y croyait, c'est passé sur TF1. Et en 2012, ça a été Mentaliste, la série la plus regardée au monde. Il y a eu jusqu'à 10 millions de spectateurs en France. Ah oui, quand même. Donc, ça veut dire aussi que les mentalistes ont commencé à intéresser le public, Victor Vincent. Oui, d'une certaine manière. Après, on m'a souvent demandé si je travaillais avec la police. Donc, évidemment, non. Un mentaliste est un homme de spectacle. Et si un mentaliste vous approche pour autre chose, il vaut mieux faire un peu attention de ne pas être manipulé. Oui, parce qu'effectivement, dans la série, le héros travaillait avec la police pour rechercher des coupables. C'est ça. C'était lui-même un repenti. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui utilisait ses capacités de mentaliste pour se faire passer pour un médium quand il était plus jeune et faire de l'arnaque. Et alors, justement, on a souvent confondu à cette époque médium et mentaliste, Victor Vincent. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'un mentaliste, c'est quelqu'un qui utilise ses 5 sens pour donner l'illusion d'un 6e, tandis qu'un médium est quelqu'un qui prétend posséder ce 6e sens qui lui permet, par exemple, de voir l'avenir ou de lire dans les pensées. Mais plusieurs fois, on vous a demandé de prédire l'avenir à la sortie des spectacles. Ah oui, souvent. Alors, je ne suis clairement pas médium, je n'ai pas de pouvoir surnaturel, j'aurais aimé, mais c'est pas le cas. Mais ça n'empêche pas certaines personnes de venir me consulter en me disant « Est-ce que vous pouvez me dire votre avenir ?» Et je leur réponds toujours « Votre avenir sera ce que vous en ferez. » Voilà. Et sur Sud Radio, je rappelle que Trina Magdine et Alexandre Delovan animent chaque jour « C'est votre avenir » et ont des auditeurs au téléphone sur ce sujet. Alors, le mot mentalisme, il y a quand même quelqu'un qui l'a traité à sa façon, c'est Robert Houdin, qui est le maître du genre. Absolument, il a été le premier à faire un numéro de double vue avec son fils. C'est-à-dire que son fils avait les yeux bandés, lui il partait dans la salle, il prenait des objets, et simplement en faisant teinter une petite clochette, c'était pour lui, c'était pour son fils le signal de révéler à tout le monde l'objet que son père avait en main.
Et ça a été le premier à mettre ça au point. Il faut savoir aussi que Robert Houdin a eu son théâtre très célèbre. Il s'est produit dans les rois, les comtes, les nobles. C'était un personnage exceptionnel que vous avez étudié, Victor Vincent. Oui, que j'ai étudié et j'ai même parlé de son histoire dans mon précédent spectacle qui s'appelait Les Liens Invisibles. En fait, c'est quelqu'un qui va recevoir par hasard un livre sur la prestidigitation, alors qu'il commande un manuel d'horlogerie. Et ça va le changer complètement. Et il va réinventer, parce que c'est un esprit incroyable. C'est un ingénieur. Il a inventé à l'époque ce qu'on appelle un réveil briquet. C'est-à-dire que le réveil sonne et on allume une allumette. Et ce qui fait que les personnes pouvaient allumer leurs chandelles. Et ça a été un best-seller absolu. Et il a gagné beaucoup d'argent avec ça. Et puis, il a utilisé son savoir pour utiliser des automates et faire de la magie comme jamais personne ne l'a fait. Et la chose la plus importante, c'est qu'il a créé le théâtre des soirées fantastiques. D'abord rue de Valois, après avec le succès, ça déménage boulevard des Italiens. Et c'est un théâtre qui est réservé à l'illusion. Et tous les metteurs en scène de l'époque, de la fin du 19e, vont voir Robert Houdin et vont s'inspirer de ce qu'il fait pour leur mise en scène, pour les effets spéciaux sur scène et pour proposer des spectacles qui sont de plus en plus étonnants et innovants. Oui, et ce traité donc qu'il a reçu un peu par erreur, il y avait un chapitre intitulé « Amusement des sciences, démonstration de tour de cartes, comment deviner la pensée de quelqu'un, comment couper la tête d'un pigeon et le faire ressusciter ». Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, rien que de le dire comme ça, je vois encore l'astuce pour le pigeon et c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, il expliquait à l'époque, Robert Houdin, qu'un magicien, un illusionniste savait tout faire, y compris jongler. Alors, c'était une époque un peu différente. C'est-à-dire que les illusionnistes étaient perçus encore comme des sorciers. Alors, c'est pour ça que lui, il ne jouait plus dans une robe constellée d'étoiles, mais il jouait dans le costume de l'époque, c'est-à-dire le frac, la queue de pie traditionnelle. Il recevait les gens un peu comme chez lui, comme dans un salon incroyable. Donc, il a amené la magie, on va dire, dans la réalité. Oui, et puis il a travaillé pendant des années. Je crois qu'il avait rencontré un magicien par hasard un jour où il avait été malade et que ça a été un déclencheur. Je vous assure, il a rencontré un magicien, il a fait de la route avec lui, et puis ensuite, il s'est lancé tout seul. Alors oui, ça c'est une histoire où il a eu un accident de calèche, etc. Il est tombé. Alors cette histoire est fausse. Mais c'est ça, l'art de Robert Houdin, c'est de mêler le mensonge, mêler la réalité et mettre une brume pour qu'on ne fasse plus du tout la différence. Et c'est ça la magie. Alors, la magie aussi, il y a un duo qui a fonctionné dans le monde entier dans les 50-60, c'est Mir et Miroska, qui est un numéro qu'on voit encore dans les archives de l'INA dans 36 chandelles. Et c'était un couple, je crois. Lui était journaliste et chansonnier. Ils se rencontrent pendant la guerre dans un petit village. Oui. Elle est la fille du charcutier. Et puis ils vont mettre au point un numéro, mais exceptionnel. Oui, incroyable. C'est-à-dire que là, on est dans le système de Robert Houdin, c'est-à-dire dans la présentation, avec son fils qui devine les objets, sauf que là, ils vont étonner tout le monde parce que, bien sûr, elle devine les objets, elle devine les numéros de série des objets, elle devine, une fois par exemple, pouvez-vous me dire ce que madame a dans la poche? Elle a un peigne, mais une des dents est cassée, la 17e dent est cassée. On compte, la 17e dent est cassée. Et voilà, c'est des choses absolument incroyables et ils sont partis avec une grosse partie de leur secret. Oui, ils n'ont jamais voulu révéler leur secret. Pourquoi? Est-ce que vous Parce avez que percé c'est la chose la plus précieuse qui existe. Vous n'avez pas percé ses secrets, vous avez Cher essayé. Jacques, je sais que vous avez une âme de romantique. Nous avons un couple qui sont unis par un secret que tout le monde jalouse, donc ils le gardent. Parce qu'une fois que l'un disparaît, c'est tout ce qui reste de l'autre. Exactement. Alors, il faut savoir qu'ils ont fait leurs adieux au théâtre de Monte-Carlo, au théâtre Princesse Grace en 84. Absolument. Et que dans le bureau du directeur du théâtre, il y a encore la robe de Miroska qui est précieusement gardée. Ah, ça, je l'ignorais. Voilà. Alors, il y a aussi une différence illusionniste et magicien. Et vous, Victor Vincent, vous êtes illusionniste et pas magicien. Oui, parce qu'un magicien, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs magiques de manière très simple. Oui. Un illusionniste, c'est celui qui va jouer de ses astuces pour simuler la magie. Oui, mais le public, quelquefois, ne fait pas la différence. Alors, j'espère que quand le travail est bien fait, on a la sensation de voir quelque chose de réel. Oui, mais en même temps, vous faites partie de ceux qui, aujourd'hui, font des grands spectacles. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant des décennies, les magiciens étaient les parents pauvres des music-halls, en tout cas en France. Absolument, absolument. Et j'ai travaillé de cette façon, c'est-à-dire que j'ai fait du musical, j'ai fait des plateaux d'artistes où je faisais 5 minutes, je faisais des spectacles aussi où je faisais juste 10 minutes de calcul mental, etc. Enfin voilà, j'ai exercé dans toutes les conditions possibles et j'en suis ravi.
Oui, mais J'en suis ravi parce que j'ai appris beaucoup. oui, mais en même temps, faire un spectacle complet, ça n'existait pas. Pourquoi? Ça ne se consommait pas de cette façon-là. Dans les numéros de variété, on était plutôt comme des jongleurs ou des acrobates à faire en fait un numéro de 10 minutes et qu'on allait essayer de jouer partout. En Allemagne, souvent, parce que en Allemagne, il y a beaucoup de cabarets, ils sont très demandeurs, ce genre de choses. Et puis, moi, je me souviens de Macronet, qui était un illusionniste qui passait au Crazy Horse et qui faisait semblant de rater tous ses numéros. Vous ne le connaissez Ah, pas? bien sûr, Otto Wessely. Oui. Cet homme est incroyable et je l'imite tous les jours parce qu'il parle un peu comme ça, parce qu'il est autrichien Oui. et il a un petit accent. Et il dit des choses absolument incroyables. J'adore Otto. Et puis, il y a un magicien quand même qui a fait de grands spectacles avant vous, mais tout le monde s'est un peu méfié en disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est Dominique Webb. Dominique Webb, ah oui, bien sûr, qui a inspiré énormément d'illusionnistes très importants aujourd'hui, qui sont très connus dans notre milieu. Je pense à Gaëtan Bloom, par exemple. Mais oui, Dominique Webb, c'était des heures de télévision absolument incroyables, un regard dont on se souvient, et il a laissé une trace même dans l'esprit collectif. Oui, mais il y a eu beaucoup de critiques en disant oui, il fait monter les gens sur scène qui endort, ce sont des comparses. Bon, il y en a quand même quelques dizaines. Mais quand on fait des choses incroyables, c'est normal de ne pas être cru. Et puis des critiques, il y en a toujours, mais ça n'a aucune importance. Et il a fait un truc extraordinaire, je ne sais pas si vous le connaissez, il a fait voler le Christophe sur un piano à l'Olympia. Oui, le piano volant, oui, absolument. Ça, c'est des tours de base. De base, c'est quand même un exploit, parce que ça pèse un piano. Et puis, il y a l'œil, les yeux de Dominique Webb. Quand on vous voit sur scène, Victor Vincent, il y a quelque chose qui se passe de différent. L'œil de l'illusionniste est très important. Oui, c'est comme quand on monte sur scène, c'est comme un acteur, on est habité par ce que l'on fait. Et moi, j'ai tellement de passion dans mon métier que si ça se voit, c'est tant mieux. Non, mais le regard n'est pas le même quand vous vous adressez à quelqu'un. C'est vrai, on me le dit souvent. Et c'est instinctif chez vous. C'est instinctif. Bon, en tout cas, vous ne travaillez pas à l'œil, on le sait. Et on va se retrouver avec une autre date dans quelques instants, le 16 octobre 2015. A tout de suite sur Sud Radio avec Victor Vincent. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Victor Vincent. Nous parlons tout à l'heure de Mental Circus, spectacle en tournée, votre nouveau spectacle. Nous parlerons de Apparition, votre roman Au fleuve noir. Et le 16 octobre 2015, ça vous dit quelque chose? 16 octobre 2015. Écoutez cette chanson, ça devrait vous rappeler quelque chose. Je m'appelle Mandrake, le magicien. Ah oui. Claude François a chanté Mandrake, le magicien en 68. C'est assez étonnant parce que cette chanson, personne ne la connaît. Non, je ne la connaissais pas. Eh bien oui, elle existe, c'est assez étonnant. Dire personne ne sait pourquoi il a chanté Mandrake. En revanche, le 16 octobre 2015, vous recevez le Mandrake d'or. Oui, absolument, oui, c'est un très bon souvenir. Parce que je regardais, quand j'étais plus jeune, la remise de ces récompenses. Et puis, ça m'a toujours plu. Alors, quand on m'en a remis un, forcément, ça m'a fait quelque chose. Alors, cette récompense est un peu l'Oscar de la magie. Oui. Il y a un festival de l'illusion où se retrouvent les magiciens du monde entier, qui existe depuis des décennies. Oui, ça existe depuis très longtemps. Et puis, ça permet surtout de propager un peu l'art magique et de trouver aussi un public et de faire exister en dehors des cabarets l'art de surprendre. Alors, vous avez reçu ce prix, ça vous a surpris? C'est un beau souvenir. Pourquoi on vous l'a remis? Bah écoutez, je sais pas, j'espère parce que je fais correctement mon travail. Mais après, oui, bien sûr, ça m'a surpris quand on m'a appelé. Alors je le savais avant, quand j'y suis allé, je venais faire une démonstration et ensuite pour recevoir la récompense, on me l'avait déjà décerné. Donc tant mieux d'ailleurs parce que j'aime pas trop les surprises. J'aime pas me faire déborder par l'émotion. Voilà. Et il y a Majax, je crois, Arturo Brachetti, bien sûr, le reçu. Arturo, j'ai travaillé longtemps avec lui. Nous avons fait une grande tournée ensemble. Puis nous sommes restés 3 mois au Palais Royal dans un spectacle qui s'appelait Comedy Magic Show. Et j'ai beaucoup d'affection pour Arturo. Oui, il travaille en Italie, il prépare un nouveau spectacle en ce moment. Absolument, à Turin, oui. À Turin. Et il rêvait de monter cabaret, ça ne s'est pas fait malheureusement. Wow, ça arrivera. Exactement. Il a le temps, il est immortel. Alors, ce trophée, finalement, c'est quelque chose de prestigieux, mais ça ne change pas une carrière. Non, ça change pas. C'est juste agréable. Et puis après, il faut, en tant qu'artiste, on est obligé de faire ses preuves constamment. Et on fait tout ça pour le public. Et puis on essaie de raconter des histoires qui nous emportent. Et Mandrake, le magicien, la BD, vous la connaissiez? Je n'étais pas lecteur, mais bien sûr, je connaissais le personnage comme ça de loin, mais je ne suis pas du tout un
un spécialiste. Voilà. C'est une bande dessinée américaine de Lee Falk qui a duré 50 ans. Et il y a curieusement un magicien canadien qui s'appelle Léon Mandrake, qui a été très célèbre dans les années 30. Et c'est le hasard total, puisque le créateur de Mandrake n'a jamais entendu parler de lui quand il a créé son personnage. Ah ben voilà. Alors, cette cérémonie se passe au casino Barrière d'Anguin-les-Bains. C'est vrai que les casinos, c'est aussi le lieu idéal pour les magiciens. Oui, alors ce qui est amusant, c'est que j'ai joué hier au Ouais. casino d'Anguin. Et donc forcément, j'ai repensé à tout ça. Mais oui, le casino, souvent on me dit, mais tu vas jouer dans un casino, tu vas aux tables de jeu après? Je dis, si vous êtes sage, on y va ensemble. Oui, un magicien ne devine pas les numéros à la Hélas, roulette. non, bien sûr que non, parce qu'on ne peut pas prévoir le hasard. Et Anguin, il faut savoir que c'est un lieu qui, pendant des années, était fréquenté par les joueurs parce que c'est près de Paris Oui. et qu'on pouvait jouer dans ce cercle privé. Oui, absolument, absolument. Et vous n'avez jamais joué, vous, au casino? Alors en fait, j'ai toujours été fasciné par les jeux. Et la première chose que j'ai faite lorsque j'ai eu 18 ans, c'était d'aller dans un casino. Et alors? Et malheureusement, j'ai gagné Oui. pas mal d'argent. Oui. Et donc du coup, ça m'a donné envie d'y retourner. Et puis après, j'ai compris qu'on ne pouvait pas battre le hasard. Et depuis, je ne mets plus les pieds dans un casino. D'ailleurs, ce qui est étonnant, quand on va dans un casino pour la première fois, Victor Vincent gagne toujours. Oui, c'est peut-être la loi de Murphy. Disons que c'est ce qu'on veut retenir. Et puis après, on y retourne. Alors, pour un mentaliste, il y a la scène, mais il y a la télévision. Et la télévision, ça a été aussi pour vous un parcours du combattant, Victor Vincent. Du combattant, disons que c'est un métier qui est différent de faire des expériences à la télévision à des personnes connues que de faire des expériences à des anonymes sur scène qui ne sont pas forcément à l'aise. Je me souviens de l'une de mes premières télés, c'était avec Gad Elmaleh, bon, qui était un grand habitué des plateaux de télévision. Moi, j'étais là, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Ça va être très compliqué à gérer, parce qu'il faut gérer ce qu'on a à faire, puis gérer aussi la personnalité. Oui, mais il y a eu différentes étapes. Quand je dis un parcours du combattant, ça a commencé avec Victor Vincent, mentaliste. Oui. Ça n'a pas été un gros succès sur France 3. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'émission est restée programmée 3 semaines, et malheureusement, celui qui nous avait signé a été limogé. Ça arrive. Et donc, et toutes les émissions qu'il avait signées ont été stoppées, Oui. sauf la mienne, non pas parce que c'était moi, mais parce que mon producteur, qui était un homme averti, a bien fait son travail pour que les émissions soient quand même diffusées. Mais donc, elles ont été... Normalement, c'était une émission hebdomadaire, et puis pour rentrer dans le contrat, la chaîne a diffusé de manière journalière. Donc, c'était une quotidienne. Donc, c'était une hebdo qui est devenue une quotidienne. Voilà, donc tout a été fait très rapidement. Ouais. Ensuite, il y a toujours, je crois, Actuality. Ah oui, Actuality, ça c'était formidable parce que, alors d'abord c'était avec Thomas Touroud qui est un homme absolument charmant, délicieux, d'une gentillesse incroyable. Et puis surtout, c'est que c'était du direct. Et ça donne une adrénaline absolument incroyable. Donc quand on fait une émission et qu'on essaie de le lire, j'ai pris beaucoup de risques dans cette émission-là et je ne regrette pas parce que ça m'en a laissé des très bons souvenirs et puis de belles images aussi. Oui, parce que finalement, lorsqu'on est en direct, le challenge est plus fort et on se sent beaucoup plus fort soi-même. Plus fort et plus en danger aussi. Mais après, quand on avance, on se dit, voilà, j'ai réussi à faire ça, maintenant, essayer d'aller un peu plus loin. Et donc, ça nous pousse à continuer et puis à repousser les limites. Et ensuite, Victor Vincent, TF1 vous a trouvé. Il y a eu Arthur, et puis Oui. il y a eu cette soirée extraordinaire qui a été un carton sur TF1. Ah oui, Mentaliste dans la tête des stars, là, ça a été vraiment un très grand cadeau parce qu'il y a 25 personnalités qui ont participé. J'ai vraiment pu faire ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais faire des expériences en plateau, mais aussi en dehors. Donc on est parti avec un terrain de jeu énorme dans tout Paris. Je me souviens d'une expérience avec Thomas Sisley où je l'emmène dans un taxi anglais, les yeux bandés, où il va par son intuition deviner l'endroit dans lequel il se trouve. Enfin bref, mais ça m'a vraiment permis de pousser les murs d'un studio de télévision et de pousser les murs aussi d'une scène de théâtre. Dans laquelle on peut faire énormément de choses, mais là, d'un seul coup, tout était possible. Comment s'est né ce projet? Ce projet, c'était une envie, bien sûr, c'était une envie d'Arthur, puisque c'est lui, c'est le groupe Satisfaction qui a produit cette émission-là, et puis c'était aussi une envie de la chaîne, donc ça a été, disons que les planètes se sont alignées au bon moment, et puis tout s'est bien passé. Oui, et cette émission a laissé un grand souvenir dans la tête des stars et du public. Oui, absolument. Et j'en recroise encore de temps en temps qui se souviennent parfaitement de ce qui s'est passé et qui viennent voir le spectacle et puis ils se disent déjà que j'ai eu droit à ça moi dans l'émission. Là maintenant, je viens voir le spectacle et je vois ça depuis la salle. Alors, ce qui est important aussi pour vous, Victor Vincent, et vous l'utilisez dans vos spectacles, c'est votre culture cinématographique et théâtrale. Alors moi, je suis un passionné de cinéma. D'ailleurs,
On parlait de réalisation, tout ça je l'ai gardé parce que je viens de terminer la réalisation d'un moyen métrage qui va partir en festival, qui s'appelle Les Liens Invisibles, qui est une adaptation de mon ancien spectacle. Mais j'ai toujours aimé le cinéma, les ambiances, et lorsque j'écris un spectacle, j'utilise vraiment la narration cinématographique et puis surtout des ambiances, et de créer des ambiances très fortes. Donc en fait, je construis mes spectacles un peu comme des films. Alors, il y a un metteur en scène de Hong Kong qui vous a marqué, c'est Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, oui, absolument. Bon, il est couvert de prix, mais c'est pas quelqu'un de très populaire en France. Le grand public ne le connaît pas forcément. Non, après on connaît In the Mood for Love par exemple, ou 2046 qui sont peut-être ses plus gros succès ici en France, mais c'est un cinéma qui est extrêmement léché, qui est très maniéré. Moi j'aime beaucoup. Et puis, c'est un grand improvisateur même dans le scénario, ce qui a posé quelquefois des problèmes aux comédiens. Oui, effectivement, parce que c'est quelqu'un qui écrit, qui ne cesse jamais d'écrire, et que même au tournage, il se passe toujours des choses. Oui. Ouais, et ça a posé des problèmes financiers parfois et de dépassement. Ouais, c'est comme ça, mais quand on est artiste, voilà. Mais on n'a pas toujours le sens des réalités. Voilà, mais en même temps, vous, quand vous écrivez un spectacle, tout est carré, Victor Vincent. Oui, j'essaye bien sûr. Et puis j'ai toujours fait mes spectacles avec peu de moyens. Et j'ai toujours aimé ça parce que cet handicap, entre guillemets, que je m'impose très souvent, me pousse à trouver de bonnes idées. Enfin, et vous êtes tout seul sur scène, surtout. Je suis seul sur scène, oui. Donc effectivement, mais je prends beaucoup de plaisir en fait à écrire mes spectacles, à les mettre en scène et puis encore plus à les jouer. Mais il y a des magiciens, des illusionnistes qui sont quelquefois 10, 15 derrière en coulisses. Très souvent, il y a une grande équipe. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui font ça, qui travaillent pour d'autres illusionnistes et qui ont une créativité incroyable. Mais en fait, c'est un tel plaisir pour moi d'imaginer, de créer, d'écrire que je ne m'imagine pas le partager avec quelqu'un. Et il y a quelqu'un d'autre que vous admirez, c'est François Truffaut. Ah oui, François Truffaut, il a bercé mon adolescence d'apprenti cinéaste. J'ai vu tous ses films des millions de fois. Il m'a apporté une poésie au moment où j'en avais besoin. Et c'était l'homme le plus discret qui soit. Et ce qui ne gâche rien. Oui. Et quand il a reçu 10 Césars pour Le Dernier Métro, oui. Alors qu'il ne croyait pas à ce film, il y a 2 personnes qui n'avaient pas de César, c'était Andrea Ferréol et Agnès Spennett. Et ben le lendemain, il a fait dans le film français une page entière pour les remercier. Ouais, voilà. C'est assez étonnant. C'est fabuleux. Alors, il y a aussi une évolution physique, c'est-à-dire que vos premiers spectacles, Victor Vincent, vous avez une barbe, des cheveux, et là maintenant, c'est le crâne rasé et une moustache très particulière. C'est vrai. Alors, j'avais une petite barbe, c'est vrai, parce que ça venait surtout de ma fainéantise, je crois. Et puis, j'avais quelques cheveux. Alors, les cheveux sont tombés tout seuls, cher Jacques. Oui, nous avons le même problème. D'un côté, on est dans l'épidémie démocratique, ils sont partis, on va pas les retenir. Voilà, c'est comme ça. Et puis, la moustache est arrivée de manière plutôt dans la vie privée. Et puis, je me suis dit que, bon, quand je remonterai sur scène, je l'enlèverai parce que ça ne va pas vraiment faire bon ménage. Et puis après, je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Mais je crois que c'est né aussi à Montréal pour un spectacle. C'est exact. Et bien, d'ailleurs, j'ai joué ce spectacle juste après vous, lorsque nous étions ensemble au théâtre d'Onou. Oui. C'est un spectacle qui se passait au 19e siècle, et donc je le jouais normalement. Et puis j'ai repris ce spectacle ensuite au théâtre de la Gaîté Montparnasse, avec cette moustache. Et je me suis dit, bon, cette moustache et le 19e siècle, ça peut se mélanger, donc ça va aller. Mais effectivement, cette moustache est née à Montréal, dans un festival, où en fait je me suis dit, je suis le petit français, assume-le complètement. J'avais une barbe à l'époque, je rase la barbe, je garde la moustache, je relève un petit peu les extrémités, et puis c'est comme un masque pour moi, ça m'amuse. Puis après je la garde, puis après je l'aime, et puis finalement je la garde aussi sur scène. Voilà, c'est une moustache un peu à la Salvador Dali. C'est ça. Dali, on s'est un peu renseigné à l'époque. En fait, il a expliqué que sa moustache, il partait de dattes qu'il mangeait, qu'il tenait entre ses doigts. Il se lavait les doigts, mais il caressait sa moustache et le sucre restait. Et ça faisait tenir sa moustache. Et ensuite, il a trouvé une place Vendôme, une maison qui vendait une pommade hongroise qui a servi à faire la moustache. D'accord. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si cette maison existe toujours, mais en tout cas, c'est... Je vais me renseigner. Alors, il y a aussi le côté historique, parce que votre culture, elle est aussi historique. Et je crois que le premier spectacle, c'était les sciences occultes à la fin du 11e siècle. Et puis, les liens invisibles, c'était aussi quelque chose d'historique. Oui, c'était sur l'histoire de Méliès, de Robert Houdin, de Méliès, en fait, de toutes ces passations, de tous ces liens qui existent à travers le temps, sur ces gens qui ont cherché à surprendre. Et puis, je racontais bien sûr l'histoire du théâtre de Robert Houdin, qui était, comme je le disais tout à l'heure, boulevard des Italiens, et qui est devenu, lorsque Méliès l'a racheté, le premier cinéma de Paris. Voilà. Et vous vous êtes interrogé aussi, est-ce que le hasard existe ou est-ce que le destin s'en mêle ?
Oui, alors ça, c'est pas vraiment une question. C'est-à-dire que c'est toujours amusant de savoir. On se pose tous la question qu'est-ce que l'on fait là, Ouais. pourquoi, quand, comment. Bon, voilà, je pense que les choses ont très peu de sens, ou en tout cas simplement le sens qu'on leur donne. Et puis on est là pour un petit moment, cher Jacques. Alors amusons-nous. Oui, on va essayer de s'amuser, de continuer à s'amuser ensemble dans quelques instants avec une autre date, le 7 janvier 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Victor Vincent. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Victor Vincent. Donc 7 janvier 2022, début de la tournée du spectacle Mental Circus qui existe déjà depuis quelque temps. Vous avez triomphé, et c'était pas évident, au Casino de Paris pendant les fêtes de fin d'année. Et là, vous partez sur une tournée, mais sur un an. Il y a encore des dates déjà prévues au mois de mai 2023. Et je crois que ça a commencé le 7 janvier, pas loin de la Bourgogne. C'est ça, tout à fait. En fait, on avait déjà fait les festivals l'été dernier parce que en plein air, c'était possible. Et puis, on a fait une quarantaine de dates entre septembre et décembre, juste avant le Casino de Paris. Et puis là, effectivement, les choses sont accélérées parce qu'entre les reports, les nouvelles dates, etc., il y a quelqu'un qui me disait « Mais elle se termine quand ta tournée ?» Et je dis « Elle ne se termine pas. Ça continue encore. » Et je suis ravi. C'est-à-dire que vous êtes déjà à plus de 100 000 spectateurs, je crois. Oui, absolument. C'est ce qui n'est pas courant en ce moment. Quand on me l'a dit, je dis non, mais c'est une façon de parler. Non, on a fait le calcul. Tu as vraiment passé les 100 000 spectateurs. Je dis, Alors, non, le temps passe vite. Mental Circus, au départ, ce sont les États-Unis dans les années 30. Oui. Pourquoi ? Parce que, d'abord, j'aime bien voyager dans le temps. Et puis, il y a un exploit. Enfin, c'est l'époque des exploits. On monte l'Empire State Building en 1 an et 45 jours. Et il fait 449 mètres de haut. Enfin, c'est des choses absolument folles. Et puis, en 1927, il y a Charles Lindbergh qui va traverser l'Atlantique. D'un seul coup, le monde devient plus petit. Tout devient possible. L'aviation représente la modernité. Et puis, on est une sorte de tournant. C'est-à-dire que on est dans les années folles, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, personne ne voit la crise arriver, personne ne voit la guerre arriver. On profite, il y a des fortunes qui se font très rapidement, ça donne Gatsby le Magnifique, c'est Rhapsody in Blue de Gershwin, c'est le Charleston, c'est tout ça. Bon, après, c'est aussi d'autres choses un peu plus tristes, mais il y a une ambiance quand même très folle. Et je voulais profiter de tout ça parce que tout le monde se disait, voilà, le XXe siècle sera merveilleux, flamboyant, comme Stefan Zweig voit encore une seconde renaissance arriver, quoi. Bon, on sait ce qui lui arrivera, mais voilà, pour l'instant, tout est permis. Alors, Mental Circus, c'est aussi un cirque imaginaire qui est dans le spectacle. Absolument. Alors, c'est un nom anglais parce que ça se passe à New York. Et en fait, l'idée, c'est de repartir sur les traces d'artistes méconnus qui, un peu à leur manière, ont montré ce qu'allait devenir le XXe siècle en faisant des performances mentales absolument incroyables dans des petits théâtres de Broadway, souvent sur des plateaux avec des numéros extrêmement courts, mais qui marquaient les esprits. Et donc là, l'idée, c'est que sur scène, nous avons recréé en fait les affiches. Certaines, on les a restaurées, d'autres qu'on a complètement imaginées pour qu'elles aillent vraiment bien toutes ensemble. Et je raconte l'histoire de chaque personnage. Et un personnage notamment qui, je crois, était très fort en calcul mental. Absolument, qui s'appelait Lewis, qui est pas son vrai nom, qui était en rapport d'ailleurs avec Lewis Carroll, et qui en fait était un homme, ou plutôt c'était une femme, et c'était un homme né enfermé dans le corps d'une femme. Ces questions-là, aujourd'hui, sont un peu délicates, mais à l'époque, ça l'était encore plus. Et c'est quelqu'un qui a vécu exactement comme il le voulait, et c'est aussi pour ça que je voulais raconter son histoire. Alors, ces histoires, il faut les retrouver, c'était pas évident. Alors, effectivement, c'est pas simple. Heureusement, j'ai beaucoup d'amis qui ont une très grande culture de tout ça. Et puis après, je prends aussi beaucoup de liberté pour raconter ce que je veux. C'est-à-dire que je ne suis pas historien. Je me permets le mensonge, je me permets la mise en scène, je me permets le côté romanesque. Donc en fait, tout trouve sa place. Et il y a Houdini aussi. Houdini qu'on confond quelquefois avec Robert Houdin, Victor Vincent. Absolument. Houdini s'appelait Heinrich Weiss et il était hongrois. Et quand il arrive à New York, il présente avec son frère un numéro d'évasion, mais sans aucun succès. Alors il comprend très vite qu'il ne faut pas forcément s'évader d'une malle pour que ça soit intéressant. Ce qu'il faut, c'est mettre le feu à la malle ou la plonger dans l'eau pour mettre du suspense, d'une tension. Et là, il va connaître le succès. Et alors lui s'éteint le 31 octobre 1926, avant que Lindbergh traverse l'Atlantique, mais il va jeter les bases du sensationnel qui va régir en fait les lois du spectacle à New York dans les années 30. Alors, il est mort de façon mystérieuse, il a reçu un coup de poing volontaire ou involontaire, et je crois que sa famille a demandé la révision de son procès en disant qu'il a été assassiné il y a une dizaine d'années. Oui, effectivement.
C'est un étudiant qui lui a asséné plusieurs coups de poing. Il est mort d'une rupture d'anévrisme quelques jours après. Oui. Alors, vous parlez de cirque imaginaire. À l'époque, aux États-Unis, il y a quand même le plus grand cirque du monde, Ah oui. qui est le cirque de Phileas Barnum. Barnum, oui. Et curieusement, il a commencé, Barnum, comme mystificateur. Il faisait croire qu'une vieille noire édentée et infirme qui s'appelait Joyce était âgée de 161 ans. Il a fait un numéro de mystification qui a marché pendant des mois et des mois. Et oui, mais c'est ça, c'est l'art l'art de la magie, ça passe aussi par la narration, par le verbe, par le mensonge, par tout ça. Et moi, tout ça, ça me fascine. Le fait de démêler le vrai du faux, ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ça me plaît beaucoup. Alors, c'est un spectacle tout public parce que même si les enfants connaissent pas l'histoire du monde, ils viennent fascinés. Oui, c'est pas un spectacle pour enfants, ça ne leur est pas adressé, mais ils passent un bon moment. J'ai moi-même 2 enfants de 6 ans et demi qui sont venus. Bon, après, ils ne sont pas forcément objectifs, mais ils ne se sont pas ennuyés une seconde. Et puis, de temps en temps, lorsque je croise un enfant, je lui demande si ça lui a plu, et puis la réponse est toujours positive. Et je dis, ça va, ça n'a pas été trop long. Ah non, 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 c'était formidable. Très Voilà. bien. Mais le public est intéressé, et surtout le public monte sur scène. Et ça aussi, c'est un défi quotidien pour vous, Victor Vincent. Oui, parce que, en fait, j'accueille les gens sur scène, mais toujours avec beaucoup de tact, de gentillesse, parce que je sais que, en général, ils ne s'y attendent pas, et donc ils doivent garder un souvenir positif de tout ça. Mais je ne force jamais personne à monter sur scène, je le fais avec vraiment beaucoup de tact, de gentillesse, et je fais en sorte que tout le monde ressorte de là avec une expérience très positive. Mais en même temps, le choix de la personne se fait au hasard. Vous lancez un Oui, chapeau dans la salle. Je lance un chapeau dans la salle pour pas qu'on puisse croire que j'utilise des personnes complices ou autre chose. Bon, bref, j'aime pas trop ce mot-là. Et puis d'ailleurs, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais je jette un chapeau, ce qui fait que ce qu'on appelle la loi de Murphy, hein, la loi de l'emmerdement maximum, comme disait Raoul Coutard, c'est-à-dire que voilà, vous ne voulez pas participer, vous prendrez le chapeau en pleine figure. Voilà, c'est Voilà. comme ça. Mais justement, il y a une expression très à la mode en ce moment, c'est emmerder. Et vous, votre but, c'est de ne jamais emmerder le public. Et ça demande beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'il faut les tenir en haleine. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller au cinéma avec des images incroyables, avec des millions de dollars de budget, etc., et être rentrés dans une histoire. On ne peut pas s'ennuyer quand on va au théâtre. C'est impossible. Donc, à moi de les stimuler constamment, de leur raconter une histoire, de leur donner envie de connaître la suite aussi, de les mystifier, de les bluffer, mais pas seulement, de les faire rire aussi. C'est pas un spectacle d'humour, mais on rit. On a des frissons aussi, parce qu'il y a des un petit bonjour à Alfred Hitchcock qui vient passer le nez dans le spectacle, parce qu'il est à New York dans les années 30, Hitchcock. Oui. Il travaille dans une société de titrage pour la publicité, donc il vient faire un petit bonjour, et donc on parle du suspense, on parle de tout ça, et puis il y a une petite séquence frisson, et puis après il y a des séquences d'émotion aussi, parce que quand on raconte l'histoire de personnages qui ont disparu, et quand on raconte leur histoire, on raconte aussi un petit peu la nôtre. Oui, mais en même temps, le public est content. Il n'y a jamais de peur dans la salle. On n'a pas peur de ce que vous faites. Non, on n'a pas peur de ce que je fais. Je suis quelqu'un de très gentil. Alors, il y a quand même les classiques, parce que vous avez des classiques qui sont de faire deviner un dessin, un prénom. Ça, c'est depuis vos premiers spectacles et vous le gardez. Oui, parce que c'est un exercice que j'ai fait tellement de fois que puis j'aime ça, en fait. C'est deviner le prénom de la mère de quelqu'un, ou quelqu'un qui lui est cher, ou refaire un dessin qu'une personne imagine. Ça me plaît beaucoup, parce que c'est immédiat, parce que c'est très parlant. Oui. C'est un peu une signature aujourd'hui, donc effectivement, je fais ça très régulièrement. C'est ce que Houdin faisait, que vous avez repris. Alors, je pense que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et si vous me mettez comme un descendant de Robert Houdin, je l'accepte volontiers. Mais justement, est-ce qu'on reprend les tours des grands anciens en les devinant ou en cherchant des documents, ou est-ce que finalement, on invente à chaque fois, Victor Vincent? Je pense que c'est un perpétuel renouveau, mais il y a des choses, tout ça est cyclique. Moi, j'aime le passé. J'aime la poussière sur les choses. Je ne suis pas là pour dépoussiérer quoi que ce soit. Je n'aime pas cette expression d'ailleurs. Parce que la poussière, je trouve ça très beau. Ça jette un voile de mystère sur tout. Et quand on l'éclaire correctement, la poussière, lorsqu'elle vole, c'est très beau. Donc moi, tout ça, ça me parle. Après, comment faisait Robert Houdin? Il y a beaucoup de secrets que j'ignore. Après, j'ai mes propres méthodes et mes propres techniques. Après, en tant que mentaliste, mon travail, c'est de deviner des choses. Donc beaucoup de mentalistes vont deviner plein de choses. C'est pour ça que mon travail à moi, surtout, c'est de présenter les choses différemment, et surtout d'offrir au public qui vient me voir un spectacle à part entière. C'est-à-dire qu'au-delà des démonstrations, au-delà de fait de deviner le prénom de la mère de quelqu'un, ou de deviner le dessin auquel il pense, c'est de l'emmener dans une histoire, c'est de l'emmener dans une ambiance et de lui faire ressentir des choses. Oui, et jamais, à votre rencontre, on a parlé de trucage. C'est rare. Ah, mais des trucs, j'en ai plein. J'aime pas trop le mot truc, parce que je trouve pas que c'est un très joli mot. J'aime dire que j'ai beaucoup de secrets. J'ai beaucoup de secrets, je n'ai aucun don, bien sûr. Tout ce que je fais est rationnel. Et ces secrets sont beaux, diaboliques, magnifiques. Je les garde jalousement.
Et puis je dis souvent dans mon spectacle qu'il vaut mieux qu'un mystère est plus précieux qu'un secret. Oui. Qu'au final, les secrets, on s'en fiche. Et vous aviez pris des notes que vous avez détruites. Oui, j'ai pris beaucoup de notes dans des carnets qui renfermaient beaucoup de secrets. Et puis j'ai détruit ces carnets parce que ces secrets, j'ai plus besoin de les avoir écrits, ils sont dans mon esprit. Et Oui. puis... D'autres pourraient tomber dessus. Oui, je les réécrirai peut-être un jour. Vous avez un livre auquel vous tenez, je crois que vous avez un exemplaire et que l'autre, c'est la reine d'Angleterre qui l'a. Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs exemplaires de ce livre, qui est le dictionnaire encyclopédique de la précipitation. Il y en a une vingtaine dans le monde qui sont plus ou moins en bon état. Et effectivement, j'ai eu la chance on m'a offert ce livre. Et cette personne l'a offert aussi à la reine d'Angleterre. Donc, il y a un exemplaire magnifique dans la Bibliothèque royale d'Angleterre. Et puis, il y en a un dans ma bibliothèque aussi. Puis, il y en a un au musée de la magie. À Paris, il y en a un au musée de la magie à Blois. Et David Copperfield en a quelques-uns aussi. Mais c'est un livre très rare, qui a quelque chose de particulier. C'est un livre très rare parce que c'est le livre en fait que Robert Houdin a reçu alors qu'il ne l'avait pas commandé. C'est ce livre-là qui lui a ouvert les portes de sa vie et de l'histoire de la magie. Alors, à propos de livres, donc publié au Fleuve Noir, un roman, Apparition, que vous avez écrit, je pense, pendant le confinement, comme tout le monde. Absolument. En fait, j'avais déjà signé mon contrat, mais j'avais pas de date de sortie parce que j'avais très peu de temps. Et puis, quand est arrivé le confinement, d'un seul coup, du temps s'est libéré. Alors, je me suis plongé là-dedans avec bonheur. Alors, le héros, c'est un illusionniste russe, Absolument. qui est le plus grand du monde et qui va rencontrer un disciple en la personne d'un ouvreur au Théâtre des Champs-Élysées. Et là, il y a tout votre univers qui est dedans, Victor Vincent. Alors oui, au Théâtre des Élysées. Mais vous avez reconnu le Théâtre des Champs-Élysées, puisque évidemment, il y a beaucoup de décors que l'on croise et que j'ai connus. Mais oui, effectivement, on a un homme, Alexander Kreskin, qui a appris la magie avant la chute du mur de Berlin, qui a appris tout ça en Russie, et qui, à la chute du mur, va partir en Europe et proposer des choses que personne n'avait jamais faites. Et lorsqu'il arrive à Paris, il y a un jeune homme qui veut absolument le voir pour devenir son mentor, à moins qu'il ne cache aussi autre chose. Il y a d'autres raisons, bien sûr je les garde pour l'instant, je ne vais pas tout vous dire, mais ils vont se côtoyer et puis ils vont apprendre l'un de l'autre. Mais c'est surtout une relation extrêmement toxique parce que c'est un livre extrêmement sombre et ça ne peut que mal finir tout ça. Et pourquoi ce livre, pourquoi ce destin que vous racontez aujourd'hui, Victor Vincent? Parce que j'aime les personnages qui ont des obsessions, parce que j'en ai moi-même plusieurs, et donc j'aime les mécanismes de l'obsession, j'aime les raconter, et puis j'aime les secrets. Et donc là, c'est l'histoire de deux hommes qui ont beaucoup de secrets. Voilà. Et ça pourrait devenir un film. Je travaille justement sur l'adaptation au scénario. Alors, curieusement, alors que vous êtes dans la bienveillance, c'est ce qu'on dit de vos spectacles, là, pas du tout. Ah oui, là c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, je m'autorise un peu tout. Là, je ne suis plus dans le roman. Ce n'est pas du tout autobiographique, hein, je vous assure, et je vous rassure aussi. Mais effectivement, là, on est dans un livre beaucoup plus sombre, avec des personnages que j'ai rencontrés. Parce que j'ai rencontré dans mon apprentissage des personnes très, très sombres. Certaines sont en prison, d'ailleurs, des mentalistes, hein, qui sont passés du côté obscur, on va dire. Et pourquoi ? Parce qu'on peut manipuler les gens dans la vraie vie, et puis certains l'ont fait, et puis c'est puni par la loi. Donc voilà. Mais après, au-delà de ça, j'ai rencontré des gens aussi un peu fantasques, des artistes, des raconteurs d'histoires, des gens qui étaient fous et qui m'ont laissé des impressions étranges. Donc après, j'ai forcé aussi un peu le trait sur certaines choses, heureusement, mais... C'est vrai qu'on a côtoyé beaucoup de personnages pittoresques, j'en ai vu aussi beaucoup. Oui, mais c'est certains en commun, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Mais est-ce que c'est pas des gens en voie de disparition ? Je crois pas. Je pense que toutes les époques ont leurs illustres escrocs. Oui. Et puis ils sont pas encore légendaires, mais laissons-leur un peu de temps. Et pas forcément des escrocs, mais des personnages insolites. Votre livre est au Fleuve Noir. Le Fleuve Noir, c'était l'éditeur de OSS 117, de Frédéric Dard. Et Frédéric Dard, le directeur s'appelait Armand de Caro, c'est lui qui a créé le Fleuve Noir, et c'était le beau-père de Frédéric Dard. Et je me souviens de lui, c'était un des premiers à avoir des gadgets insensés dans son bureau. Il avait un magnétoscope alors que personne n'en avait, et très fièrement, quand on venait l'interviewer, il montrait ses gadgets. Ah oui. Il y a des gens comme ça à la pointe qui regardent des choses, mais voilà, c'est l'originalité des personnalités. Vous n'arrêtez pas finalement entre les spectacles, la télévision ou les livres ? C'est une fuite en avant, mais non, je dis ça parce que sinon on s'ennuie. Je m'ennuie terriblement très vite. Même en vacances, au bout de 3 jours, je m'ennuie terriblement. Donc j'ai besoin de faire des choses, et puis je suis pas le seul dans ce cas-là. Tout le monde, beaucoup font plein de choses. En tout cas, pour l'instant, vous faites ce spectacle Mental Circus. Sur Internet, sur votre site, il y a toutes les dates possibles et imaginables. Vous serez au Folies Bergères à la fin de l'année, je crois. Absolument, du 20 au 30 décembre.
aux Folies Bergères. Ça, c'est une salle fabuleuse parce que j'ai toujours rêvé de jouer là-bas. D'abord parce que c'est art déco et donc c'est complètement dans l'univers du spectacle des années 30. Donc là, c'est parfait. Et puis parce que on parlait d'Arturo Brachetti, il a de très bonnes heures là-bas et c'est un théâtre qui a accueilli beaucoup de music-halls, donc ça me plaît bien d'aller jouer là-bas. En tout cas, continuez le plus longtemps possible. Et puis, il y a ce livre Apparition au fleuve noir. Continuez parce que vous apportez du bonheur mystérieux à celles et ceux qui viennent vous voir. Merci, cher Jacques. Merci Victor Vincent. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.